Bonsoir à tous, bienvenue dans NCI 360, le magazine de la rédaction de NCI. Trois faits marquants ont retenu notre attention cette semaine. Le premier, la conférence de presse de Sori Diabaté en réponse au CONOR qui a fait des révélations accablantes sur la gestion des éléphants. Depuis décembre 2020, la FIFA a décidé de mettre la Côte d'Ivoire sous la normalisation. Comment sortir le football ivoirien de la crise? C'est le sujet que nous aborderons ce soir. Deuxième fait marquant, c'est le vote par l'Assemblée nationale du projet de loi modifiant la loi numéro 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal. La notion de l'orientation sexuelle contenue dans l'article 226 nouveau a été la pomme de discorde et a fait débat dans la société. Finalement, le thème orientation sexuelle a été retiré et la loi a été votée. Nous allons en parler ce soir pour éclairer votre lanterne et surtout savoir ce qui s'est réellement passé. Et le troisième sujet de ce soir porte sur la Covid-19 et son variant Omicron, un variant qui se propage rapidement. Le Sénégal a enregistré aujourd'hui son premier cas. La Côte d'Ivoire doit-elle prendre de nouvelles dispositions? Alors pour aborder ces sujets, surtout le premier sujet sur le sport, en première partie d'émission, j'ai le plaisir de recevoir pour vous André Silver Kono, fondateur de Ivoire Hebdo. Bonsoir André. Bonsoir Evelyne. Merci d'être là ce soir avec nous. Merci. Juste à côté d'André, nous avons Félix Boni, journaliste éditorialiste. Bonsoir Félix. Bonsoir Evelyne. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, je vous remercie. Et nous avons Sansevera, qui n'est peut-être pas habitué à ce plateau, rédacteur en chef de Abidjan Sport. Bonsoir San. Bonsoir Evelyne. Et merci également d'être là. Merci. Nous avons aussi Kambiré Eli. Bonsoir Kambiré. Bonsoir Evelyne. Rédacteur en chef du Super quotidien Sport. Super Sport. Merci d'être là. Et nous avons monsieur Adamo Nabi. J'ai bien prononcé. J'ai failli dire Adaman, comme vos professeurs, comme vous le disiez tout à l'heure en off. Vous êtes le président de Jacques de Zenela. Bonsoir Evelyne. Bonsoir et merci d'être là. Et en ligne, nous avons également un habitué de ce plateau, c'est Arthur Bonga, que nous saluons depuis Paris. Bonsoir Arthur Bonga. Bonsoir Evelyne et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et merci d'être là. Alors, pour planter le décor de ce premier thème, je vous propose cette analyse de Salif Yalikoui. Passe d'armes entre le comité de normalisation de la FIF et l'ex-comité exécutif. Le mardi 23 novembre dernier, la présidente du comité de normalisation de la FIF, Mariam Dao Gabala, face à la presse, dénonçait plusieurs pans de la gestion de l'ex-comité exécutif dirigé par feu Augustin Sidi Diallo. Des audits aux contrats avec certains partenaires en passant par la gestion des stocks médicaux. Les points saillants de l'audit. Le premier, ça a été des paiements effectués sans facture à une société. Le second, ça a été le cas régie. Le troisième, c'était sur le contrat Jean-Marc Guillou. Le quatrième, c'était sur les stocks. Pour moi, je pense que c'est vraiment les aspects saillants. L'autre élément que l'audit a relevé, ce sont des décaissements non autorisés. Pour sa part, l'ex-vice-président de la Fédération ivoirienne de football, Sori Diabaté et ses collaborateurs, membres de l'ex-comité exécutif de la fêtière du football, étaient face à la presse lundi dernier. Objectif, apporter des éclairages et dénoncer les accusations dont ils ont été l'objet. Il y a toujours un agent comptable qui, lui, sur la base de ce document, se déplace avec l'équipe et engage et paye toutes les dépenses. Donc on ne peut pas dire qu'on fait des paiements aux gens sans papier. Comme le docteur l'a précisé aujourd'hui, avec les quantités d'eau qu'on donne aux joueurs et à toute la délégation, on ne dépasse pas le million. Contrairement à ce qu'on vous explique, les primes sont virées sur les comptes des joueurs quand les matchs ont lieu à l'extérieur et quand il s'agit des phases finales de compétition. Mais quand on vient jouer à Abidjan, en accord avec le joueur, on paye les primes en espèces. Pourquoi? Parce que les joueurs veulent avoir des CFA pour leurs parents, pour leurs amis, pour le Goïn, donner un peu de jetons. Ça, c'est nos accords avec le joueur. Quand on joue à Abidjan, on paye la prime en espèces. Et c'est l'agent comptable qui paye. Expliquez aux Ivoiriens ce que c'est les 4 milliards
Ça part de quel rapport? C'est le rapport de EY, SNN Senior qui dit qu'on a volé 4,5 milliards. C'est le rapport du commissaire aux comptes? Ou bien c'est le rapport de l'inspection générale d'État? Vous avez les documents, mettez-les à disposition. Point par point, vous nous dites, vous nous interrogez, ça, où est la pièce justificative? Mais nous, on va vous la sortir. Tous les documents sont à la fédération. On vous a écrit depuis le 22 septembre pour dire, transmettez au comité exécutif les différents rapports d'audit que vous avez afin qu'ils puissent au moins se prononcer là-dessus. Le calendrier initial du CONOR, mis en place en décembre 2020 par la FIFA à la suite de dissensions entre les acteurs du football, prévoyait des élections à la Fédération ivoirienne de football au plus tard le 20 décembre 2021, suivi de la passation de charges dans le même mois. De nombreuses étapes avant ce rendez-vous, notamment l'adoption des nouveaux textes pas encore franchis. Une délégation de la FIFA à la Fédération internationale de football association est attendue à Abidjan. C'est dans ce contexte que les éléphants doivent préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun avec le coach Patrice Baumel qui continue l'aventure. À quand la sortie des turbulences? À quand la fin du processus de transition? Bien malin, qui pourra le dire? Alors ce soir, on va essayer on va en parler. La première question que j'aimerais vous poser, messieurs, c'est quel est votre commentaire de cette conférence de presse de Sori Diabaté? Cambrély. J'avoue que je suis un peu peiné de voir le football ivoirien dans un jeu de passe-passe, d'attaque, de contre-attaque, où on salit un peu le milieu du football. C'est vrai qu'il y a une gestion dans le passé qui n'était pas orthodoxe. Mais il y avait une certaine manière de gérer le football et au fur et à mesure, ça s'est corrigé. Maintenant, ce que je veux dire surtout, l'audit que le CONOR a fait, ça ne coûte rien que le mettre à la disposition du camp sortant pour qu'il puisse répondre point par point que de le jeter comme ça sur la place publique où on est en train de s'accuser comme si tout le monde était voleur. Mais quand vous dites on salit, qui salit qui? Le milieu du football même. D'un côté, vous avez le CONOR qui a sorti un audit qui accuse, parce qu'il va même au-delà du comité exécutif actuel, puisqu'elle dit que la dame dit que la gestion antérieure, ça dit que la gestion de Jacques Anoma et pourquoi pas de Dieng aussi, hein, parce que les primes qui sont payées, il y avait une manière de payer les primes dans le passé. Et c'est avec Jacques, en 2002, quand il est arrivé, qu'on a commencé à professionnaliser un peu cette histoire de primes. Et ensuite, quand le ministre Loboyan est arrivé, il a demandé à ce que les virements soient faits. C'est ce que Sori vient de dire tout à l'heure. Sinon, dans le passé, au temps de Dieng, les primes étaient payées main à main. Les joueurs disaient, quand ils étaient au golf, au temps de Guamena Alain, ils disaient tout simplement, on a besoin de cette espèce-là pour pouvoir laisser ça à nos parents ici. Mais ça, c'était une gestion peu passée. C'est vrai qu'on atteint des professionnalités. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des malversations avec le comité exécutif sortant. Ça, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est un passé. Pour moi, il faut que nous arrivions à tourner la page de ce qui s'est passé. C'est pour cela que la normalisation a été installée pour permettre au football de repartir sur de nouvelles bases. Pour tourner la page. Alors André Sylvain-Conon, justement, est-ce que la normalisation est en train de nous permettre de tourner la page? J'ai vu que cette semaine, Ivoire Hebdo a fait un gros dossier sur ce qui s'est passé. Et apparemment, vous avez eu accès au rapport de l'audit. Alors, on a eu accès à cela et il y a 3 audits. Il faut que les choses d'abord soient très claires. Okay. Il y a 3 audits. Le premier audit, c'est celui du commissaire aux comptes. Et c'est cet audit, c'est le rapport, extrait du rapport de cet audit que nous avons publié dans notre journal. Et nous avons promis à nos lecteurs que le mardi prochain, nous publierons encore des extraits du deuxième audit qui est celui de l'inspection générale d'État. Jusqu'à présent, nous n'avons vu aucun rapport d'audit du comité de normalisation, comme le frère l'a dit tout à l'heure. Donc, il y a 2 rapports d'audit qui sont bien connus. Celui du commissaire aux comptes sur la gestion de 2020 et le rapport d'audit de l'inspection générale d'État qui court de la gestion 2002 à 2018. Il n'y a pour le moment aucun rapport rendu public du comité de normalisation. Donc ça, c'est la clarification que je voulais faire. Okay. Ce que j'aimerais dire, c'est que
Le problème de la FIF est assez grave. C'est très sérieux. Pourquoi? Parce que il faut voir comment est-ce que la FIF est financée. La FIF est financée par des apports de la FIFA, première chose, par des subventions de l'État, deuxième chose, et tenez-vous très bien par la parafiscalité. Mais la parafiscalité provient d'où? La parafiscalité provient de la taxe pour le développement du sport. Donc, chaque Ivoirien contribue. Du fonds de soutien au sport, chaque Ivoirien contribue. De la taxe sur le tabac. Donc, tous les fumeurs qui achètent une cigarette en Côte d'Ivoire financent d'une façon ou d'une autre la FIF. De ce fait, le public ivoirien a le droit le plus absolu de savoir comment se gèrent les fonds qu'il alloue, donc, à travers l'État, à la FIF. Alors, pour répondre très précisément à votre question, pour ma part, il ne s'agit pas de tourner aussi facilement la page. Quel est l'état des lieux? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Mais il faut qu'on sache. Et pour le savoir, nous, en tant que journalistes, nous avons le devoir d'informer. Donc, d'éventer, je ne dis pas inventer, d'éventer des documents précis, officiels, qui décrivent la gestion actuelle. Donc vous souhaitez la mise à disposition du rapport de absolument, je suis pour la transparence mais que totale. répondez-vous à ceux qui pensent que le CONOR sort de son mandat, de son cahier de charge Non, point du tout. Vous savez, j'ai beaucoup entendu des choses. On a dit que le CONOR a été installé juste pour les élections, mais c'est faux. On me dit bien comité de normalisation. On ne dit pas comité électoral, c'est pas... Et avant que le CONOR soit installé, il y avait bien des réels problèmes au niveau de la FIF. Il n'y avait pas de championnat, ok? Il n'y avait pas, il n'y avait pas d'élection, parce qu'il y a eu, on va dire, prolongation. Les gens font comme si c'est nouveau. Il n'y avait pas d'élection. Jusqu'au décès du président Sidi Diallo, il y a eu un comité exécutif qui a pris le relais jusqu'à ce que... Donc, il y avait des problèmes. Des clubs avaient porté plainte au pénal. Donc, il y avait de réels problèmes. Ce n'était pas une question seulement d'élection. De ces problèmes. Félix Boni, votre réaction? Trop de bruit sur le football ivoirien. J'allais dire même trop de bruit en Côte d'Ivoire en ce qui concerne la gestion des fonds publics, parce que vous savez que l'actualité, c'est cette question de moralisation de la vie publique. C'est des DG qui sont dégommés un peu par rapport à des audits qui sont émises. Et également aussi, on a ce cas de la FIF. C'est-à-dire, finalement, on a une maison de verre, mais une maison de verre qui est couverte par un véritable écran de fumée très épais. Et ça, finalement, on ne sait plus ce qui se passe là-bas. La FIF, voici cette maison-là qui doit gérer, nous donner de la passion, faire en sorte qu'il y ait de la joie au moment où, sur le terrain politique et sur d'autres terrains, il y a un peu de la crispation. Aujourd'hui, c'est-à-dire, là où il y a le fair play, où il doit y avoir la décrispation, on est crispé. Voici un débat dont on n'en finit point. Moi, je suis un peu surpris parce que pour les questions de gestion, et puis on a à la tête de ce comité de normalisation une dame dont la réputation avait vraiment précédé la mission, notamment pour ses acquis en matière de redressement des entreprises en difficulté. Mais je trouve que, pour ma part, le comité de normalisation parle un peu trop. Quand on vous responsabilise à ce niveau-là, il faut faire son travail d'expert et parler pour que sa parole ait valeur. Vous avez le sentiment qu'il ne fait pas son travail, le comité de normalisation? Si, il fait son travail, mais il faut parler moins et rendre plus le résultat du travail plus explicite, plus parlant, que de parler davantage, faire des conférences de presse, dire des choses qui sont interprétées. Je pense qu'il faut parler moins. Moins on parle, plus sa parole est d'or. Donc, ce comité devrait moins parler, continuer son travail et tenir compte éventuellement de ce que mon aîné Kambiré a dit tantôt en disant que quand il y a des accusés, mais les accusés jusqu'à preuve du contraire, tant qu'ils ne les a pas entendus, sont des présomptions d'innocence, juste de la présomption d'innocence. Dans un audit, il faut toujours interroger. On a besoin de tels documents. Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et à la fin, on rendra le résultat d'audit une bonne fois pour tout le public ivoirien. André l'a dit tantôt,
Il s'agit de l'argent du contribuable, il s'agit de notre passion, il s'agit de nos cœurs. Parce que quand on n'a plus d'espoir sur le terrain politique, les cœurs des Ivoiriens s'enfouissent dans le sport pour pouvoir décompresser. Il ne faut pas jouer avec ce qui permet de pouvoir quand même décompresser. Parce que le public ivoirien qui suit ce débat, c'est vraiment... Et même pas seulement le public ivoirien, de l'extérieur. Le football aujourd'hui est devenu une industrie mondiale. Quand il y a un problème dans le football quelque part, c'est une mauvaise réputation, une mauvaise image sur la Côte d'Ivoire. On vous a bien compris. Sans Séverin impatient de donner son avis sur cette conférence de presse, mais surtout sur ce qui se passe en général. Vous permettez, je suis un peu désolé que cette conférence de presse soit faite par Sori Diabaté. Il fait partie d'une équipe qui a géré. Et quand Sori Diabaté est candidat, je pense que quand on est candidat, c'est une équipe qui a géré. Il ne faut pas apporter forcément la responsabilité devant alors qu'on est candidat. A-t-il quelque chose à se reprocher? C'est une équipe. Laissez les autres parler. On est candidat, on se prépare pour gérer sa campagne. Maintenant, les tests qui vont être faits, si vous êtes éligible ou pas, en tout cas, on verra. Mais je ne suis un peu surpris qu'il soit le premier à se mettre au devant pour faire une conférence de presse pour répondre. Bien noté ce que Félix vient de dire. Il faut simplement dire que qui se sent morveux se mouche. Sur ce point-là, c'est ce que j'ai à dire. En ce qui concerne cette conférence de presse... Vous pensez que Sori Diabaté s'est senti morveux? Bien sûr. Nous sommes heureux qu'aujourd'hui, il y ait des conférences de presse pour dire la vérité aux Ivoiriens. Mais pourquoi il n'y avait pas ça quand la crise a commencé? Pourquoi il n'y a jamais eu ça? C'est maintenant, avec les audits, que tout ça arrive. Et parce que ça porte sur les finances. Selon lui, il a dit dans sa conférence de presse, cela salit son image. Nous n'avons pas géré la FIFA. Ça fait des années, 10 ans que le football ivoirien est malade. Posez la question à ceux qui l'ont géré. Pourquoi est-ce que le football ivoirien est malade? Et aujourd'hui, tout le monde parle de finances. Mais non, il y a la gestion des hommes. Sous ce comité-là, sous ce comité qui a géré la FIFA, mais il y a eu des démissions en cascade. Brice Wabi, qui est aujourd'hui à la CAF, à la commission de bonne gouvernance, mais il est parti de la FIFA parce qu'il n'y avait pas de bonne gouvernance. Madame Ezoa Christine, présidente du club, Ahmed Fofana, Malik Toué, ils ont tous démissionné. Et les suspensions, là, on n'en parle pas. Roger Ognien, Salif Bictogo, à l'appel, on suspendait les gens comme il fallait. Et donc, aujourd'hui, si nous en sommes là, c'est la faute au comité exécutif sortant. Il faut que les Ivoiriens se le tiennent pour dit. OK. Monsieur Adama, mon avis? Bon, je pense que chacun a dit ce qu'il avait à dire, mais je veux faire un rectificatif. OK. À l'introduction, vous avez dit conférence de presse de Sori Diabaté. Ce n'est pas une conférence de presse de Sori Diabaté. C'est la conférence de presse du comité exécutif ex-comité exécutif. OK. Mais Sori Diabaté, je réponds également là pour dire... Il est quand même celui qui a animé cette conférence de presse. Non. La conférence a été dirigée par le président intérimaire, l'ex-président intérimaire Omer Déoulé, qui l'a ouvert et qui l'a fait la clôture. Sori Diabaté est intervenu parce que il y a eu dans l'intervention du comité de normalisation, dans le cadre de sa conférence de presse, un pan de toute sa communication qui a conservé l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, notamment 50 litres d'eau. Mais c'est Sori Diabaté qui est le président de la commission équipe nationale. Et donc, il a répondu aux accusations. Il est interpellé. Voilà, donc c'est bon de le citer dans la conférence de presse. C'est normal qu'il puisse intervenir. Exprimé dans cette conférence de presse. Donc on ne peut pas demander qu'il n'intervienne pas alors qu'il a été responsable d'une situation. C'est à lui de venir s'expliquer. Okay. Mais au-delà de cela, je voudrais dire que je suis un peu blessé. Par quoi? Parce que mon très cher frère André Sylvain Conan, c'est une personnalité du monde de la communication que nous autres avons comme... Qu'est-ce qui vous blesse dans ces propos? Oui, non, pas ces propos. D'accord, dans ce qui... c'est dans le... comment on appelle son article qui est paru, le dernier article qui est paru, où on annonce... Parce qu'il y a l'amalgame qu'il faut éviter. Ce rapport du commissaire aux comptes a été remis à tous les membres actifs le 18 septembre à l'Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football. Donc, il est dans le domaine public. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On fait comme si c'est quelque chose qu'on vient de découvrir, qu'on veut mettre à la place publique. Mais ce document-là, il est rendu public. Mais en plus, pour André Sylvain Conan, qui a été un avocat de ceux qui... des plus faibles que je connais, ce monsieur, et ensuite, qui s'est mis comme porte-voix des opprimés. En Côte d'Ivoire, je pense que quand quelqu'un est opprimé,
il ne faut pas continuer à l'opprimer, il faut chercher à lui donner la parole. Mais je vais dire qu'en plus... Non, il faut répondre à la question, c'est une très bonne question. C'est qui l'opprimé ici? Dans le cas précis, c'est qui l'opprimé? Qui est accusé? Qui on accuse? Le comité exécutif sortant. Qui on accuse? Le comité exécutif sortant. C'est pas Sori Diabaté. Non, j'arrive. Non, moi je ne parle pas de Sori Diabaté, je parle du comité exécutif sortant. Ce sont les opprimés. Maintenant, on ne leur donne même pas... Ils veulent s'expliquer, on trouve à redire. Mais on les accuse, qu'on leur permette quand même de s'expliquer. Alors, quelles sont les explications, justement? Est-ce qu'on peut arriver rapidement, justement, aux explications? Parce que la question, c'était ce qu'on pensait de cette conférence de presse, justement. Oui. Quelles sont les explications que vous donnez rapidement sur ce qui a été dit par le comité de normalisation? Non, sur ce qui a été dit par le comité de normalisation, pour moi, quand on dit que... le frère André Sylvain Conan dit qu'il y a 3 audits, mais il y a 2 qui sont disponibles. Il a publié un, mais ça, c'est le rapport du commissaire aux comptes qui est déjà dans le domaine public. Ce n'est pas nouveau. Deuxièmement, c'est le rapport de l'inspection générale de l'État qui dit qu'il va produire. Bon, donc j'attends. Et troisièmement, c'est le rapport de l'audit qui a été commenté par le comité de normalisation. Mais ce rapport-là, elle est venue, elle a fait une conférence de presse, elle a dit tout ce qu'il y a dedans. On n'a pas besoin d'un papier. Mais si tu viens que tu dis, mais tu as rendu public le rapport d'audit. Mais quand tu le rends public, permet au moins, elle est quand même la courtoisie ou la justice de permettre à ceux qui sont accusés de pouvoir se justifier. Merci bien. André, je sais que vous avez été cité. Permettez-moi juste de donner la parole à Arthur Bonga, qui est en ligne. Avant de vous donner la parole à Arthur Bonga, je veux préciser que le comité de normalisation a été invité à cette émission et que ça fait 2 fois que ce comité a été invité, le dimanche dernier et aujourd'hui, mais ils n'ont pas répondu à notre invitation. Arthur Bonga, quel est votre avis sur le sujet? D'abord, il faut préciser à André, le CONOR a bel et bien commandité un audit. Il n'y a pas que 2, il y a 3 audits. André se trompe. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il y a l'audit public, déjà public, et je suis d'accord avec l'intervenant précédent. L'audit est déjà public du commissaire aux comptes. Le CONOR s'est même plaint que le commissaire aux comptes ne lui ait pas donné accès à toutes les informations. Il y a l'audit de l'inspection générale et il y a l'audit qui a été commandité par le CONOR. Cet audit-là avait pour mission, pour ce que j'ai pu enquêter, d'être distribué au club en attendant une AG mixte. Une AG mixte qui allait à la fois toucher la question des clubs et plutôt la question des textes et la gestion des finances. Voilà, donc il y a bel et bien eu un audit du CONOR. Il faut qu'André creuse davantage sur la question. Deuxième chose que je veux dire, pour moi, c'est normal que Sori réagisse quand il est accusé. C'est normal que le comité exécutif réagisse quand il est accusé. Et ce n'est même pas utile tout ce qu'on voit. Moi, la seule chose qui peut être utile, c'est comment on exploite cet audit pour que les Ivoiriens, s'ils ont été grugés, ils ont été abusés, puissent avoir justice. Donc, soit le CONOR convoque l'AG mixte et présente cet audit et derrière, si on doit avoir des poursuites judiciaires, on les a. Parce que tant qu'on reste dans des déclarations de presse, on n'avance pas du point de vue de la vérité. La vérité, soit l'Assemblée générale va voter, puis plus tard, la justice. Donc, sinon, on va se multiplier les conférences de presse sans sortir. Et même moi, le plus gros problème que je pose aujourd'hui, c'est que, regardez, la CEDEAO a donné 18 mois à des pays comme le Mali, à des pays comme la Guinée. 18 mois pour des pays. Pour une fédération, on donne 1 an. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien. On ne sait pas. Le CONOR a été invité d'abord pour des problèmes d'élection. Il ne faut pas qu'André trompe l'histoire. Tout marchait jusqu'à ce qu'on ait des élections. Et ils sont venus pour des élections. On a dit qu'ils doivent faire des textes. Ça fait depuis janvier, ils avaient 1 an. On est au mois de décembre pratiquement. On ne sait pas ce qu'ils font. Moi, je pense que Mme Gabara a une bonne réputation. Elle doit gagner à organiser les assemblées générales mixtes. Elle a promis le 18 septembre. Elle a promis ça pour décembre. Merci à Chibanga. Merci à Chibanga. André Sylvain Conan est impatient. Il a été cité. Il a été cité. Oui, André, rapidement. Non, rapidement. Je comprends qu'Arthur, qui disait en off qu'il était en train de boire des bières, n'a pas bien suivi ce que j'ai dit. Mais j'ai dit très clairement... Il n'était pas en train de boire pendant l'émission. J'ai dit très clairement
qu'il y a 3 audits. Je l'ai dit ici, j'ai dit il y a 3 audits. Qu'il y a 2 qui sont connus. L'audit du commissaire aux comptes qui a été effectivement rendu public. Bon, c'est malheureux que ce soit nous, près d'un mois après, qui publions cela, alors que les gens prétendent qu'ils l'avaient, ils auraient dû publier depuis. Et donc, pour nous, c'est exclusif. Et pour nos lecteurs, c'est exclusif. Et 2, le rapport de l'IGE. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas... Le CONOR n'a pas commandité d'audit. C'est la FIFA qui a demandé un audit. Vous en avez un élément pour nous éclairer. Il faut que les choses soient très claires. Maintenant, vous savez, en Côte d'Ivoire, on aime botter en touche. Il y a 2 audits. L'un qui est du commissaire aux comptes et l'autre qui est de l'IGE depuis 2019. Parce qu'il faut que je le précise. Ça on a bien compris. 2019, on a bien compris. Mais pourquoi est-ce que depuis lors, pourquoi depuis tout ce temps, personne n'en parlait? On en a parlé, Sylvain. Peut-être que tu ne sais pas, tu ne sais pas au courant. Mais si, je suis désolé. Il faut éviter l'amalgame. Je suis désolé. Non, mais tu arrives dans un milieu que tu ne maîtrises pas. S'il vous plaît. Tu arrives dans un milieu que tu ne maîtrises pas. S'il vous plaît. Ce document que nous avons publié, il est faux. Parce que ce document-là, il n'est même pas validé. OK. Non, il n'est même pas validé. S'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est un document qui existe. Voilà, je comprends bien. Ce soir, donc j'aimerais bien qu'on pose la question. La question et la raison pour laquelle on vous a fait venir en tant que des observateurs et des experts sur le sujet, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que le football ivoirien sorte de la crise? Alors moi, ma position, elle est claire. Il faut déjà qu'on sache exactement ce qui s'est passé. Donc, interroger le passé. Absolument. Okay. Il y a des rapports, il faut que... Nous, on a commencé à les publier. Bien, c'est vrai que ce document du commissaire aux comptes, il est authentique. Merci, on peut contester son contenu, mais il est authentique. Merci, André. Sanf Sévérin d'abord et ensuite Félix Boni. Il faut 2 choses pour sortir de cette crise-là. D'abord, il faut revenir à la plus grande valeur, la valeur fondamentale au football, parce que nous parlons là de football, c'est le fair play. Regardez sur ce plateau, il n'y a pas de candidat. Il n'y a pas de président du club en dehors du président Nabi, mais regardez les échauffourées. Imaginez si c'était des candidats. Non, il n'y a pas d'échauffourées. Non, il n'y a pas. Il faut accompagner. Est-ce qu'il y a une échauffourée à toi? On n'est pas d'accord sur le thème. Ils ne sont pas d'accord, donc vous retirez le thème. Il faut accompagner le CNFIF pour qu'il aille au bout de sa mission. OK. L'accompagner comment? Et contrairement à ce que les gens disent, le CNFIF est venu pour une mission, un cahier des charges qui a été bien établi. D'abord, gérer les affaires courantes. Gérer les affaires courantes, ça veut tout dire à la fois. Organiser le championnat et tout ça. Partout. Voilà. Réviser partiellement les statuts de la FIF. En dernier lieu, agir en qualité de commission électorale pour l'organisation des élections. Mais avant ça, faire en sorte que les statuts soient adoptés. Veiller à ce que les statuts soient adoptés. Evelyne, mais ça veut dire beaucoup. Quand la FIFA va ramener les tests, par exemple, pour adoption, le comité de normalisation doit faire en sorte que ces statuts-là soient adoptés. Sinon, son mandat va continuer. Pour vous, c'est ça les solutions? Il faut laisser le comité de normalisation nettoyer la maison FIF. On est tous d'accord ici que la Fédération ivoirienne de football va mal, que le football ivoirien va mal. Pas de championnat des jeunes depuis plus d'une dizaine d'années, malgré qu'on dispute des compétitions à l'extérieur. Et tout ça, là, il faut mettre en ordre. Mais qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui vous disent le comité de normalisation est venu au début pour organiser des élections? Ce n'est pas que ça, justement. Pas pour nettoyer la maison? Non, ce n'est pas que ça. Il était venu également pour nettoyer la maison, selon vous? Gérer les affaires courantes. Okay. Gérer les affaires courantes, ça veut dire mettre de l'ordre dans tout. Gérer les affaires courantes. Le rôle qu'un président de fédération de la FIF doit jouer, c'est ce rôle-là que le comité de normalisation joue, en plus d'organiser les élections. C'est clair. Félix Boni. Mais moi, je pense que le terme normalisation n'est pas suffisamment expliqué parce que normaliser, ça veut dire quoi? Mettre aux normes. Si je ne me trompe pas, Madame la présidente du comité de normalisation est diplômée en qualité et normalisation, quelque chose comme ça, c'est-à-dire les certifications ISO et consorts. Donc mettre aux normes veut dire mettre au standard, c'est-à-dire les standards internationaux. Le football a ses standards et je crois que c'est la raison pour laquelle la Fédération internationale de football a désigné quelqu'un pour ramener la Fédération ivoirienne de football
aux normes. Remettre aux normes, c'est mettre certainement aux normes la gestion, parce qu'il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de questions d'argent. Ce n'est pas le comité de normalisation qui est venu agiter la maison de verre. Mais vos solutions? Les solutions, c'est que le comité de normalisation fasse un travail suffisamment équilibré, c'est-à-dire pas personnaliser le débat, parce qu'il y a des candidats qui sont déjà désignés, faire un travail équilibré qui répond aux normes. Vous avez le sentiment que le travail est déséquilibré en ce moment? Quand je suis un peu les débats sur votre plateau, comme le dimanche passé, je vous ai suivi depuis là où j'étais, que je vois un peu comment certains confrères apparemment détenaient des documents du comité de normalisation dont ils avaient le contenu, d'autres n'en avaient pas. Je crois qu'il faut tous mettre tout le monde au même niveau, au même pied d'égalité. Les candidats, les journalistes, sortir les documents dans une transparence équitable, parce que c'est un comité qui est venu pour normaliser, c'est-à-dire pour faire un travail qui doit être transparent et équitable pour tout le monde. Et ensuite, maintenant, faire prévaloir l'équilibre, l'expertise de son travail, parce que ce sont des experts. Madame est experte en matière de redressement. Monsieur Bléou Martin, qui à côté est un grand juriste reconnu par tout le monde. Il faut faire ce travail d'expertise. Et au bout de ce travail d'expertise, il faut également aussi établir un calendrier bien précis de la fin de la normalisation. Parce que quand on rentre dans un processus de transition que ça dure, il est clair que ça suscite beaucoup de bruit. OK. Tombirelli. Merci, j'ai attendu longtemps. En fait, je voulais rebondir sur ce que André Sylvain parle. On ne va pas refaire le débat. Non, il faut que tu je précise quand même certaines vérités. Par rapport à la parafiscalité d'abord. La parafiscalité a commencé, ça n'a pas pris forme. L'idée est partie de Dieng dans les années 96. Et c'est Jacques, avec Fékessé, qui l'ont mis en pratique. C'est 50% de la tasse qui revient au football sur la cigarette, qui est reversée au football. Et les 50% vont dans les autres disciplines. Et le ministère des Sports. 35 pour les autres disciplines, 15% pour le ministère par rapport aux infrastructures, pour s'occuper des infrastructures sportives. 2. Concernant le rapport de l'IG depuis demain, je l'ai. Peut-être qu'à l'époque, lui ne disait pas les journaux de sport, on n'a pas publié autrement, on a dénoncé, on en a parlé. Est-ce que vous avez publié le rapport? Pas l'intégralité, mais puisque ce n'était pas dans le domaine public. D'abord, il a mis ça sous le bas. Quand il a fait son rapport, c'était caché. Donc, on a parlé de ça. Est-ce qu'on peut aller les manquements autres là. Non, on va avancer. Bien sûr. Maintenant, je reviens encore. Le comité de la crise est parti tout. Parce que si on ne fait pas la genèse de la crise, on ne peut pas trouver des solutions. La crise est partie des élections mal organisées. C'est ce que la FIFA dit. Et quand la FIFA a installé le comité de normalisation, voici la mission. Voici ce qu'elle a reproché au processus de travail. Je vous lis un rapport de la FIFA. Au vu de l'échec total des mesures mises en œuvre jusqu'à présent et du manque de volonté ou de capacité évidente des instances dirigeantes de football ivoirien pour ce qui est de mener à bien une procédure électorale conforme aux exigences statutaires et réglementaires applicables à toutes les associations membres de la FIFA, compte tenu des contradictions et des lacunes contenues dans les statuts de la FIFA. Et étant donné que le mandat de l'exécutif a déjà pris fin, le bureau a décidé aujourd'hui de nommer un comité de normalisation. OK. Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, je vous renvoie au statut. Non, je n'ai pas lu tous les documents. Voilà, il faut ne plus éclairer les gens. Il y a trop d'amalgame. Vous voyez, il y a trop d'amalgame. Il y a les statuts de la FIFA, l'article 42 concernant le mode de scrutin. Dit l'Assemblée générale élit le président et la liste des membres du comité exécutif de la FIFA au scrutin secret. Bon, je ne sais pas. L'élection du président a obligatoirement lieu au plus tard le 30 juin suivant de la 4e année civile. En même temps, il y a une autre contradiction dans la durée des mandats. La durée du mandat du président et des autres membres du comité est de 4 ans renouvelable. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce qui a poussé, je m'excuse, c'est ce qui a poussé la FIFA à intervenir dans le débat. Donc c'est d'abord un débat sur la crise des textes. Mais Mme Gabala dit sa mission a 3 volets. Volet juridique, volet gouvernance, volet éthique. Donc que ça va au-delà des textes. Mais ça peut aller au-delà, ça pouvait tenir dans le cadre de 1 an. C'est pour ça que la FIFA a donné 1 an. La FIFA aurait pu donner. Pour vous, aujourd'hui, quelles sont les solutions? La solution de crise, c'est d'aller aux élections le plus rapidement possible. D'aller aux élections le plus rapidement, c'est combien de temps? 1 mois, 2 mois? Non, mais nous sommes encore, mais je pense... Parce que le plus rapidement, ça fait dans 1 an. Non, c'est pas possible. Je pense que si le rapport d'audit qu'elle a entre les mains aujourd'hui, elle convoque une pré-assemblée ou bien une assemblée mixte,
à soumettre au club sur le rapport d'audit, on peut en discuter et puis l'évacuer. Okay. Ensuite, aller maintenant à la révision des tests pour tenir dans les délais de... on a bien noté. Merci beaucoup, M. Adamant. Je pense que c'est les solutions que vous demandez. Oui, vous savez, on ne peut pas aller aux solutions quand on reste dans les amalgames. Ben, on vous a invité pour parler des solutions. Parce qu'à mon frère Sylvain, je voudrais qu'il comprenne que ce document sur lequel il s'appuie là, vraiment n'a pas été... Non, mais c'est base... Pour arriver aux propositions, il faut partir sur une base saine. Quelles sont vos propositions? Mais déjà, il faut extirper tout ce qui peut nous amener hors le document existe. On n'a pas dit que le document existe. Parce que le document, il existe, mais il n'a même pas été validé. Vous comprenez avec moi que au cours de l'Assemblée générale, moi, je suis à l'aise parce que j'ai même été désigné par mes pairs présidents du club pour vérifier le PV qui va être fait de l'Assemblée générale passée. Donc, je suis très à l'aise pour le dire. Donc, ce document-là, il n'est pas valable, il n'a pas été validé. De sorte qu'on demande une autre Assemblée générale où on va repartir faire les états financiers et le commissaire aux comptes va refaire un autre document. Celui-là, il n'a été rejeté. Et deuxièmement, pour mon frère, là, pourquoi je le disais au départ que vraiment, il y a eu... Le commissaire aux comptes a émis quand même un avis à la fin, en conclusion. Vous le rejetez, vous l'acceptez en même temps. Non, quand tu le ressors, il faut quand même avoir le courage et l'honnêteté de ressortir au moins cet avis-là. Ceci étant, je pense que le comité exécutif, l'ex-comité exécutif est assez mature et que, normalement, il vous aurait adressé est-ce qu'on peut passer à vos solutions? Parce qu'on n'est pas venu sur ce plateau pour Donc, secondairement, voilà, dites-nous, maintenant comme proposition, oui, rapidement. D'abord sur la base du fait que la FIFA a pris la décision de mettre un comité de normalisation à partir d'un constat qui a été bien dit par mon frère Kamiré Eli. Mais quand on le fait et qu'on regarde les délais, on pouvait le tenir. Mais quand, chemin faisant, on s'attribue d'autres prérogatives sous le couvert de gérer. Quelles sont vos propositions? Non, ce sont les solutions. Sous le couvert de gérer comment, les affaires courantes. Les affaires courantes, c'est les salaires, c'est les ceci, c'est les cela. Mais la proposition, c'est qu'elle aille à l'essentiel, au rôle ce que sa feuille lui dit. Qu'elle y aille. Et deuxièmement, je crois que là où nous partons, en tant qu'acteur du football, en tant que président du club, nous allons aboutir à une crise plus grave. Parce que la présidente du comité de normalisation devient un acteur du conflit. Un acteur du conflit, et elle ne pourra pas tenir, parce que dans sa mission, elle doit être en même temps, avec la commission là, commission électorale, et en même temps commission recours. Mais je pense que ça va déboucher sur une grande crise. Ça fait 10 mois que Mme Dao Gabala est là. Les problèmes du football ivoirien datent de 10 ans. Ok, d'accord, merci. Arthur Bonga. Elle n'est pas venue régler les problèmes de 10 ans. Merci, messieurs. On va continuer donc cette émission. Merci de nous permettre de continuer. Merci, Kambiré. Arthur Bonga, je pense que vous aurez le dernier mot de ce sujet. Oui. Arthur Bonga. Voilà, pourquoi si tôt? Le temps passe vite sur un plateau de télé. Rapidement, je veux quand même préciser une notion. Gérer les affaires courantes, c'est exercer le pouvoir de façon réduite avec des compétences limitées. Donc, quelqu'un qui gère les affaires courantes n'a pas les pleins pouvoirs. Il ne peut pas se permettre comme un président normal. Et nous sommes dans une transition. Donc, ma solution, c'est qu'elle revienne à gérer les affaires courantes, justement, qu'elle organise très tôt l'AG mixte pour que, tout simplement, les clubs puissent se prononcer sur le bilan financier et, si nécessaire, des poursuites judiciaires. Et enfin, régler les statuts pour que très rapidement on passe aux élections. C'est pour des élections qu'elle est là et ça fait plus d'1 an, on ne voit même pas le bout du tunnel. Et si on n'arrive pas, à mon sens, à organiser cette AG mixte au moins dans le mois de décembre, elle se décrédibilise. N'oublions pas qu'on a un résultat sportif qui est déjà mauvais, c'est celui de la Coupe du Monde, on est éliminé. Elle est présidente de transition, elle ne peut pas assumer ça. On va aller à la CAN avec une présidente de transition. Si on fait une mauvaise CAN, qui est responsable? Donc, il faut très tôt qu'elle passe la main, qu'elle fasse ce qu'elle est venue faire, c'est-à-dire gérer les affaires courantes, organiser l'AG mixte pour que le club se prononce sur le bilan financier. S'il y a nécessité de poursuites judiciaires, on y va.
Et enfin, organiser les élections. Merci beaucoup, Arthur Bonga. Merci beaucoup, Félix Bodine. Voilà, malheureusement, le temps est parti pour ce thème est arrivé. On ne va pas refaire le débat. On a noté vos propositions. Merci en tout cas d'être venu. S'il y a la volonté, c'est possible. Ce qui concerne M. Kambere-Eli et M. Adama et Son-Sévérin pour cette première partie. On va aborder la deuxième partie de notre émission. Le deuxième thème, ce sera juste après cette petite pause. Retour donc sur le plateau de NCI 360. Nous abordons le deuxième thème de ce soir, article 226 du Code pénal, éclairage. Et pour aborder ce thème, nous avons des invités qui viennent de nous rejoindre. L'honorable Meïté Ben, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Commission des affaires générales et institutionnelles du Parlement ivoirien. De l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale, tout à fait, merci. Et nous avons Guillaume Bateau, qui est un habitué de ce plateau, journaliste, secrétaire général du SYNAPSI. Bonsoir Guillaume Bateau. Bonsoir Evelyne, bonsoir tout le monde. Et nous avons l'honorable Blessy Chrysostome, qui vient de nous rejoindre également. Bonsoir honorable. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour aborder ce deuxième thème. Je vous propose ce reportage de la rédaction de ANCI. Des leaders des églises évangéliques se sont réjouis du retrait de la mention orientation sexuelle du projet de loi portant modification du Code pénal. On suit cet élément et on revient pour en discuter. Les leaders des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire qui s'étaient invités dans le débat sur le projet de loi modifiant l'article 226 portant Code pénal ont réagi au lendemain de l'adoption du texte de loi définitif par l'Assemblée nationale. Ils félicitent le garde des Sceaux, ministre de la Justice, du retrait de l'expression « orientation sexuelle » du texte de loi, expression qui a suscité la vive polémique, et salue l'adoption de la loi à l'unanimité des députés. Les leaders d'église se réjouissent de ce que leur crainte, qui ne faisait que traduire celle de tous les croyants vivant en Côte d'Ivoire, ainsi que celle de tous ceux qui sont épris de valeurs morales, ait été prise en compte. Les leaders d'église remercient et félicitent les dignes honorables députés pour leur sens de la légalité et du respect des valeurs morales et celles de la famille. Les leaders d'église leur disent merci pour avoir pris en compte les aspirations profondes des populations. Les leaders des églises protestantes évangéliques se réservent le droit de prendre part activement à tout débat national se rapportant aux questions relatives à la morale, aux valeurs, aux us et coutumes et surtout à la famille. Retour donc sur ce plateau et la première question que je vais certainement poser à l'honorable Ben Meïté et à l'honorable Blessy, c'est pourquoi d'abord il fallait réviser la loi portant Code pénal. Quelles étaient les insuffisances qu'on voulait corriger dans cette loi? Alors je vous remercie pour cette belle opportunité que vous offrez aux députés d'éclairer la lanterne de nos populations, de nos concitoyens. Effectivement, vous savez que la loi, par principe, c'est un instrument d'organisation sociale. Et en tant que telle, la loi doit évoluer, elle doit être parfaite, autant que faire se peut. Et c'est dans ce cadre-là que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, était émissaire d'un projet de loi du président de la République. Vous savez que l'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux députés. Quand ça vient de l'exécutif, donc du président de la République, c'est un projet de loi. Et quand ça vient des députés, c'est une proposition de loi. Donc, à un certain moment, on essaie de voir les dispositions qui ont été déjà édictées, si ces dispositions sont en adéquation avec les réalités sociales. Okay. Donc, il faut aussi corriger les imperfections. Il faut donner plus de sens à ce qui paraît effectivement insuffisant. C'est ce qui a été fait. C'est dans ce cadre-là que ce projet de loi a été porté donc, à la demande. Qu'est-ce qui paraissait insuffisant de façon Non, justement, précise. c'est-à-dire que je prends par exemple le texte en question. C'est un texte qui concerne la discrimination. Et on a estimé qu'il fallait donner beaucoup plus d'explications, beaucoup plus de profondeur au texte pour permettre à ceux qui l'utilisent de mieux s'en approprier. Je crois que c'est dans ce cadre-là que ce projet de loi est venu par rapport à l'article 226. Honorable ici.
Lorsque vous lisez les motifs, l'exposé des motifs présenté par le président de la République, vous lisez que la loi, le code pénal a été révisé entièrement en 2019. Donc on peut s'interroger pourquoi 2019, 2021, on fait encore une modification. Le président de la République nous dit, attention, il y a des expressions, des terminologies, des dispositions qui peuvent donner lieu à des interprétations. Or, nous sommes en matière pénale. Il ne faudrait pas qu'il y ait des interprétations puisque l'application de cette loi doit être conforme à chacun des cas qui se présentent. Et donc, il faut éviter qu'il y ait des interprétations. Donc, à la pratique, le texte de 2019 est devenu un texte avec des défauts. Donc, il fallait corriger ces défauts. Okay. Il y a aussi que la Côte d'Ivoire ratifie certaines conventions et ces conventions doivent être intégrées au texte législatif à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Donc, il y avait des nouvelles infractions qu'il fallait mettre dans le code pénal pour qu'ils participent au droit positif ivoirien. Et en dehors de ça, il y avait aussi que l'environnement social en Côte d'Ivoire a généré quelquefois des infractions nouvelles dont il fallait tenir compte. Il fallait légiférer là-dessus pour que ces infractions soient intégrées, pour que ces infractions puissent être punies par les dispositions. D'accord. Donc, un article a retenu notre attention, l'article 226, voilà, de l'article nouveau, qui a contenu un terme, la notion d'orientation sexuelle. Donc, je pense que le débat dans la société est venu de cela. Honorable Ben Meïté, nous, on aimerait bien comprendre, c'était quoi l'idée du départ? Comment ce terme orientation sexuelle et pourquoi était-il dans le projet de loi au départ? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais quand même préciser qu'il s'agit de révision d'une disposition de la loi pénale. Ça, il faut le savoir. Parce qu'il y a eu pas mal d'élucubrations là-dessus. Okay. On faisait croire qu'il s'agissait d'une loi civile, à portée civile, qui devait avoir pour effet de légaliser une pratique sexuelle en Côte d'Ivoire, ce qui n'était pas le cas. Cette disposition porte précisément sur la discrimination. Nul ne devait être discriminé en raison du sexe, de sa religion, et de son orientation sexuelle. Okay. Voici comment le projet a été élaboré. Et ce projet a été reçu en commission. Vous savez que l'Assemblée nationale, lorsque le président de la République prend un projet de loi, communique au président de l'Assemblée nationale, donc pour l'institution, il y a des organes techniques au sein de l'Assemblée nationale. Donc la commission des affaires générales et institutionnelles, que j'ai l'honneur de présider et dont mon excellent confrère et collègue est également vice-président. Je parle de l'honorable Blessy Chrysostome. Okay. Alors, donc, au cours de l'examen de ce projet de loi, en présence de l'émissaire de M. le Président de la République, qui était le garde des Sceaux au ministre de la Justice, le débat a été mené. La commission a estimé que l'allusion qui est faite de l'orientation sexuelle n'était pas conforme aux valeurs de la République. Était de nature à dépouiller, n'est-ce pas, notre société de ce qui est son âme. Tous les députés, à l'unanimité, ont estimé qu'il ne fallait pas faire allusion à cette notion dans le cadre de la discrimination. Et l'émissaire du président de la République n'a pas fait de difficulté à s'accorder avec les députés. De sorte qu'à la fin des travaux, cette notion a été retirée. Donc le texte qui a été porté cette fois-ci, parce que vous savez comment ça fonctionne, quand le président prend un projet de loi en direction du Parlement, c'est une suggestion. Il faut le savoir. C'est une suggestion présidentielle que l'Assemblée nationale prend, examine. Quand c'est examiné, il y a des travaux. Et ça, à la suite des travaux, le texte tel qu'adopté en commission, c'est ce texte qui est présenté en plénière. Donc déjà, à la présentation en plénière, je vais donner la parole à mes confrères qui ont envie de réagir, mais déjà à la présentation en plénière, en commission, le terme orientation sexuelle avait été déjà retiré. Alors, maître honorable Blessy, expliquez-nous donc comment on arrive en plénière et comment j'ai envie de dire, on refait le débat, comment on fait le débat sur cette question
d'orientation sexuelle. Je voudrais vous mettre à l'aise. Vous pouvez m'appeler Honorable Maître Blessy. D'accord, Honorable Maître Blessy, merci. Oui, parce que déjà, un avocat est déjà honorable. C'est ça. Voilà. Premièrement, le texte est venu à l'étude. C'est-à-dire, une fois que les textes viennent à l'étude à l'Assemblée nationale, les textes sont remis aux différents groupes parlementaires. Donc, le groupe parlementaire PDCI, tous les groupes reçoivent les nouveaux textes. Des comités techniques sont faits au niveau de ces groupes parlementaires pour étudier les textes. Donc, au niveau du PDCI, par exemple, il y a un comité technique de la Commission des affaires générales et institutionnelles que j'ai présidé. Nous étudions les textes. Par la suite, nous nous retrouvons en commission. La commission, elle est plénière. Nous nous retrouvons avec tous les groupes parlementaires pour étudier, pour voir le rapport, poser des questions. À cette plénière des commissions, le commissaire du gouvernement est présent. Okay. Donc, monsieur le garde des Sceaux, puisqu'il s'agissait d'une loi, et donc ça venait du ministère de la Justice, garde des Sceaux. Il est présent pour défendre la suggestion du président de la République. Après les discussions, un texte modifié, amendé, est retenu. C'est ce texte amendé qui ira en plénière où se retrouvent tous les députés de la nation. En plénière, il y a une façon de gérer le contradictoire. Tout député qui n'appartient pas à cette commission des affaires générales et institutionnelles a le droit de faire des amendements. Il suffit simplement qu'il se conforme à la règle de l'amendement par écrit dans un certain délai qu'il dépose au niveau de l'Assemblée nationale. D'accord. À partir de ce moment, il peut avoir un amendement, c'est-à-dire que ce qui a été rejeté, par exemple, en commission, peut ressurgir à partir d'un simple amendement d'un député fait dans les normes en plénière. À partir de là, à partir des plénières, on discute. Est-ce que ça a été le cas Est-ce qu'il y a eu un amendement? Il n'y a pas eu d'amendement. Ok. Il n'y a pas eu d'amendement. D'accord. André, j'aimerais... Non, pour que vous puissiez continuer, parce que dans tous les cas, c'est une question. Vous donner de trucs. Très clairement, vous avez dit que l'expression a été retirée à l'unanimité, je vais dire. Donc, très clairement, si je comprends bien, les députés de votre commission, Maître Blessy, vice-président, pensaient très clairement que l'expression orientation sexuelle faisait référence à l'homosexualité. C'est bien ça? Ben non, nous on va au-delà de cela, parce que nous sommes des intellectuels. Vous avez des avocats dans une commission, vous avez des enseignants. Effectivement, c'est une perception. Mais pour enchérir justement sa question, oui, quand on parle d'orientation sexuelle, on parle de quoi? Voilà. Précisément. On fait référence à quoi? Chez nous, il n'y a pas de définition. Le texte ne définit pas. En France, c'est une notion qui est définie, premièrement. Deuxièmement, la notion d'orientation sexuelle parle de plusieurs choix sexuels. Orientation, c'est un choix. Mais ici, en Côte d'Ivoire, moi, je n'en connais pas deux. Au regard des textes, au regard de la loi, je n'en connais pas deux. Comme les députés l'ont dit, l'ont signifié, nous ne connaissons qu'une seule orientation sexuelle qui est légale. Donc, je pense qu'on ne peut pas discriminer autour de quelque chose qui n'est pas d'eux. Donc, voilà. Donc, en clair, pour vous, l'orientation sexuelle dont on parlait là, faisait un peu référence à l'homosexualité. Ça fait partie. Mais le député parle de la France. Le débat a été mené il n'y a pas trop longtemps en France et on a tous suivi ce débat. Et quand on parle d'orientation sexuelle en France, il est clair que ça nous a ramené à cette question du mariage gay et tous ces éléments. Il n'y a même pas... Cette année, 2021, c'est-à-dire, je crois, en avril, le débat a été mené en France. Donc, quand ce débat mené en France, il y a juste quelques mois, arrive au sein de notre représentation nationale et traverse d'abord tous les membres, le gouvernement, pour arriver ici, il y a matière vraiment à ce qu'on ait peur, parce que comment est-ce que cette idée a pu germer dans l'esprit, être suggérée et être introduite dans un texte parlementaire pour que notre représentation nationale se prononcer là-dessus, ça fait quand même peur. Ok, d'accord. Moi, je suis vraiment scandalisé. Moi, je suis scandalisé que sur ce plateau, les élus de notre nation disent que la question de l'orientation sexuelle est un problème de notre âme. Mais attends, maître, est-ce que vous pensez qu'il y a une communauté LGBT en Côte d'Ivoire, oui ou non? Moi, je vous pose la question. Je peux vous répondre? Je vous pose la question. LGBT qui veut dire? Qui veut dire lesbiennes, gays, etc., etc. Est-ce qu'il y a des homosexuels en Côte d'Ivoire? Moi, je vous pose la question directement. Alors, parce que vous dites qu'il y a une seule réalité. Mais c'est surréaliste. On va vous donner la parole. C'est surréaliste. Donc moi, j'estime que c'est scandaleux
que la représentation nationale, parce qu'il y a un mot sur l'orientation sexuelle, accepte que des citoyens soient discriminés sur la base de leur orientation sexuelle, il y a un problème. Donc je vous pose la question directement, est-ce que vous pensez qu'il y a une communauté LGBT en Côte d'Ivoire, oui ou non? Si oui, est-ce que vous estimez que ce soit normal que ces personnes soient discriminées par rapport à leur orientation sexuelle? Merci Guillaume, on a bien compris. Je vais vous répondre. Non, je vais vous répondre. Je vais répondre. Vous savez, il y a aussi des clubs, il semblerait qu'il y a des clubs d'échangistes en Côte d'Ivoire. Vous le savez aussi? Je sais pas, je vous ai posé une question précise. Non, je vous le réponds. Il y a aussi des clubs d'échangistes en Côte d'Ivoire qui ne sont pas légalement sûrs de moi. Mais en me référant à notre boussole commune, qui est la Constitution de Côte d'Ivoire, quand vous l'ouvrez, le texte le plus important de la Constitution, au-delà même des dispositions, c'est le préambule. Nous, peuple de Côte d'Ivoire, conscients de notre indépendance et de notre identité nationale, assumons notre responsabilité historique. Vous n'allez pas lire tout le texte? Non, je ne lis pas tout. Non, je ne lis pas tout. Vous ne répondez pas à ma question, mais... Attends, je vais vous répondre. Mais je vais vous répondre. Parce que si vous n'avez pas pris le postulat, vous allez aller effectivement en villégiature. D'accord. Ce que je voulais dire, le postulat est important. Nous, peuple de Côte d'Ivoire, conscients de notre indépendance, de notre identité nationale, assumons notre responsabilité historique devant la nation et devant l'humanité, affirmons notre attachement au respect des valeurs culturelles, spirituelles et morales. Dites-moi, cher ami, dites-moi de ce dont vous parlez. C'est conforme à laquelle de nos valeurs culturelles, spirituelle et morale. Alors, d'où nous vient que vous... Merci. Vous n'avez pas répondu à ma question. Le gouvernement n'a pas répondu à ma question. Mon émission, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut recadrer. Il faut recadrer. Je peux terminer rapidement. Je peux terminer rapidement. Vous savez, vous êtes des journalistes. Ne déformons pas l'opinion. Il y a ce qui se fait et ce qui est conforme. Nous sommes des gardiens des valeurs. Vous voyez? Nous ne sommes pas... Vous savez, la France est un État. Liberté, fraternité, égalité. Et on nous dit que la polygamie est contraire aux valeurs de la République française. Je vous donne 30 secondes pour terminer. Est contraire aux valeurs de la République française. C'est un pays de liberté. Nous avons des valeurs. Le peuple de Côte d'Ivoire a estimé, à travers son Parlement, ça représente du moins un sur l'Assemblée nationale, le peuple a estimé que l'orientation sexuelle n'était pas conforme à nos valeurs au regard de nos considérations. Merci, messieurs les députés. Je pense qu'il faut recadrer, vous savez. Et après, je donnerai la parole à Tubonga. Pour revenir avec Sylvain tout à l'heure. Il faut recadrer. Lorsque le texte est rentré à l'Assemblée nationale, que je l'ai lu, je parle d'expérience personnelle, quand j'ai lu le texte, je me suis posé des questions. Et je suis parti vers mon président du groupe parlementaire. Attention, ce thème d'orientation sexuelle contient l'homosexualité. C'est une question sociale importante qui exige qu'il y ait une discussion, une large discussion. On ne peut pas, dans ce texte, en décider là. Vous savez, les motifs qui conduisent à la discrimination dans le texte de l'article 226, il y en a 19. On les a cités. Et le terme orientation sexuelle était en 16e position. Cela veut dire que si tu n'as pas la patience de lire, la technique de lire, ça te passe inaperçu. D'accord. Deuxième élément, quand tu lis le texte français, c'est ce qu'on a voulu servilement copier ici et qui comprend l'orientation sexuelle. On dit peut-être qu'on peut de la Je voudrais aller encore plus loin. Il faut se rappeler simplement qu'en juillet 2021, l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés soulignait que la Côte d'Ivoire avait rejeté les recommandations reçues dans le cadre de l'examen périodique universel des Nations Unies qui visait à protéger les personnes LGBT. En 2021, une fondation allemande indépendante a estimé que les personnes LGBT étaient discriminées en Côte d'Ivoire et qu'il y avait un manque de protection juridique. Est-ce que c'est en réponse à cela que l'on a voulu faire passer de façon subversive cette loi? Je dis, peut-être, en copiant la loi pour intégrer une discrimination, on n'a pas fait attention.
et on a mis orientation sexuelle. À ce niveau-là, vous pensez, maître? Oui, c'est possible. C'est possible. J'ai le bénéfice de la bonne foi. C'est un projet de loi, ça vient du gouvernement. Deuxièmement, une suggestion. On a voulu peut-être corriger, puisque sur le plan international, on nous dit il faut mettre vos textes aux normes. Oui. Et c'est aussi une norme. Okay. Vas-y. Mais je dis, les normes dont on parle, ne tiennent-elles pas compte de nos réalités? L'article 228 de la loi ivoirienne, qui parle des discriminations, dit qu'une discrimination peut être fondée sur l'ethnie. Vous voyez? Mais l'article 228 revient pour préciser que les amusements, les plaisanteries qui procèdent de nos alliances ethniques sont exclus de ces réfractions. Cela veut dire que le législateur a la conscience qu'il y a des réalités sociales, culturelles, coutumières en Côte d'Ivoire dont il faut tenir compte. Ce n'est pas parce qu'il existe une communauté gay en Côte d'Ivoire, LGBTP en Côte d'Ivoire, qu'il faut faire entrer de façon sournoise une telle disposition dans le texte. Si ça existe et que c'est une population vulnérable, présenter de façon officielle, parler de cela de façon ouverte pour qu'on en discute en Côte d'Ivoire et qu'on décide de protéger ou ne pas protéger. Vous n'allez pas faire rentrer un texte de façon sournoise dans un ensemble de textes on a comme bien ça. Compris, on a bien compris et la notion a été retirée, il faut le préciser à nos téléspectateurs, et la loi a été votée sans cette notion. Je vais permettre à Achu Bonga, qui est en ligne et depuis impatient de donner son avis sur le sujet. Achu Bonga. D'abord, je me réjouis parce que j'avais vu une vidéo de l'honorable ici où il avait confondu ou incité à la confusion. Aujourd'hui, il avait parlé d'orientation sexuelle dans laquelle il y a l'homosexualité, la pédophilie, la zoophilie. D'abord, c'est faux. Il y a une définition de l'orientation sexuelle. Il y a une définition juridique. Et je vais vous donner le texte clairement pour que vous puissiez regarder si vous voulez. C'est le... Attendez, Voilà, c'est le droit international. Les principes de Jakarta que vous pouvez trouver sur Internet, ils définissent clairement l'orientation sexuelle en termes de droit international, je ne parle pas en termes de droit français. Et ils disent clairement, je lis, l'orientation sexuelle est comprise comme faisant référence à la capacité de chacun de ressentir une profonde attirance émotionnelle, affective, sexuelle envers des individus de sexe opposé, de même sexe ou de plus d'un sexe. Et donc, il n'y a pas de zoophilie, il n'y a pas de pédophilie dans l'orientation sexuelle. L'orientation sexuelle est comprise clairement d'après ces définitions du droit international. Laissez-le terminer. Honorable, laissez-le terminer. Laissez-le terminer, honorable. S'il vous plaît, laissez-le terminer quand même. Achu Bonga, rapidement. Par plein de travaux de sciences humaines et sociales, je peux en donner des références. Donc, il y a une définition, elle est claire, elle prend le fait d'être hétérosexuel, d'être homosexuel ou d'être bisexuel. Donc, il y a clairement une définition de l'orientation sexuelle. S'ils me disent qu'ils ne le savent pas, ils auraient pu faire un tout petit peu de recherche, je pense qu'ils ont les moyens, ils sont députés pour ça, pour se rendre compte de cette définition. Deuxième chose sur laquelle je veux intervenir. En 30 secondes. C'est important. Comment on est dans un pays et une communauté est discriminée? La question n'est pas de savoir sur ce texte-là, est-ce que l'homosexualité est bonne ou mauvaise? La question, c'est de savoir, est-ce que je dois refuser qu'un homosexuel travaille? Est-ce que je dois refuser qu'un homosexuel, par exemple, ait un logement? Est-ce que je dois refuser est-ce qu'on peut me refuser un logement parce que je suis homosexuel? C'est pas la question. Et moi, il faut être honnête avec nous-mêmes. Pour moi, c'est clair, on ne peut pas refuser à quelqu'un de vivre parce qu'il est homosexuel. Okay. Ça, c'est clair. Merci, Achu Bonga. On a bien noté. Donc, deux choses pour terminer rapidement. Il y a bel et bien une définition et des définitions. Ça, on l'a bien compris, Achu. Très clair. On a bien compris ça. Ça ne disait pas de dire si l'homosexualité est pour nos valeurs ou pas. De toute façon, la famille est déjà protégée constitutionnellement. Merci beaucoup. De savoir si on discrimine ou pas un homosexuel. Je pense que notre Parlement a raté l'occasion. Oui. Ok, merci. Honorable. Je voudrais préciser au journaliste qui vient de parler tout à l'heure. Analyse politique qui vient de parler tout à l'heure. Que s'il faut discuter de questions de doctrine universitaire, ainsi de suite, on peut se donner rendez-vous par ailleurs. Okay. Il y a, lorsque tu parles à une population, à une cible, il y a la communication qui s'adapte. On ne parle pas comme ça au hasard. Je sais
Mais je sais que la pédophilie n'est pas une orientation sexuelle. Je le sais. Je sais que la zoophilie n'est pas une orientation sexuelle, mais c'est des pratiques sexuelles. C'est des pratiques sexuelles. Et lorsque vous avez la force de mettre dans un texte orientation sexuelle, ainsi de suite, je parle aux députés pour que cela ne passe pas. Et pour que cela ne passe pas, je vous dis que c'est pour nous dire que demain, on va arriver à un mariage homosexuel. C'est pour nous dire, demain, lorsque vous refusez une location à quelqu'un qui est pédophile, alors on peut vous condamner. Voilà ce que la loi dit, parce que l'orientation sexuelle est un fourre-tout. Une loi qui se fait définit les notions les plus importantes dans cette loi. Et Mme Evelyne, je voulais vous préciser que je suis surpris de l'orientation des débats, parce que je ne pensais pas être venu ici pour justifier d'homophobie ou autre chose. C'est pas cela. Vous m'avez prévenu pour venir discuter, informer sur la loi qui a été adoptée. De cette loi, exactement. Je me serais préparé autrement si je devais venir être confronté à des gens qui font des trucs. Ces textes de loi, je suis spécialiste en droit de l'homme, je les connais très bien, et il peut s'en... Merci. Vous donnez la parole, s'il vous plaît. Il ne nous reste que 15 minutes. L'honorable a dit des choses graves. L'honorable a dit des choses graves. Oui, les députés, nous députés ont raté l'occasion. Je suis d'accord avec... Une occasion de faire quoi? Oui, parce que l'honorable admet clairement qu'il a fait de la désinformation. Non. Lui, il a dit... Non, il dit, il est mon voisin de droite. Il dit qu'il a parlé de pédophilie, il a parlé de zoophilie, alors qu'il sait très bien que ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle. Allez parler à Bongouanou ou à Béoumi de zoophilie, il faut que les choses nous sont sur un plateau de télévision. S'il vous plaît, ce n'était pas l'objet. Oui, mais l'honorable, il reconnaît qu'il a intoxiqué ses collègues. Gambato, s'il vous plaît. Il a dit des choses qui ne sont pas vraies pour pouvoir... Un peu dans sur ce plateau. Merci. Ce n'était pas le thème de cette émission. Moi, je suis syndicaliste. S'il vous plaît, je suis syndicaliste. Moi, je suis syndicaliste. Vous n'avez pas fait de débat avec Donnez-nous la parole pour l'heure. Non, c'est pour bien me poser. Je suis ministre des droits de l'homme. Guillaume Bateau, s'il vous plaît, je veux préciser aux téléspectateurs. Et vous l'avez vu dans le thème qui a été partagé, ce n'était pas le thème de cette émission. On est là pour comprendre cet article 226 du Code pénal. Donc on ne va pas faire le débat ici des orientations sexuelles, de l'homophobie. C'est pas ça, c'est pas le cadre. Et je vais donner la parole à l'honorable Ben Meïté, si vous avez certainement un dernier mot sur ce sujet, parce qu'on a un troisième sujet à aborder. Oui, c'est important. Vous savez, il faut pas aller dans tous les sens. Vous savez, le monsieur, du moins celui qui est intervenu à Turbanga, je pense qu'il n'est qu'à faire attention dans la prise de parole. Absolument. Et la Côte d'Ivoire, du moins le Parlement ivoirien, les députés de la Côte d'Ivoire n'ont raté aucune occasion. Mais je suis bien d'accord avec Ahmed Blessi. Le thème orientation sexuelle n'a pas été défini dans le texte. Rien, du moins il a cité effectivement une source de droit international, effectivement. Mais écoute, d'abord, ça a été ratifié par la Côte d'Ivoire. Première des choses, la définition que la Côte d'Ivoire peut donner de ce mot peut ne pas être la définition retenue par une autre législation. Il a même dit que la France, je vous dis, quand on dit, n'a pas la parole. Vous savez, tel qu'est libellé, tel qu'est intitulé orientation sexuelle, je peux risquer de dire qu'il y a effectivement la zoophilie, qu'il y a la pédophilie, qu'il y a l'homosexualité. Je peux le dire parce qu'au minimum, on aurait pu prendre le temps, d'un point de vue formel, de définir la notion. Dans le texte, ça existe. Deuxièmement, ce que je voudrais dire, c'est que quand il dit on a raté l'occasion, il peut se promener auprès de Macron, c'est son problème. Mais ce que je vais lui dire, en fait, ce que je vais lui dire, il faut qu'il comprenne. Il faut qu'il comprenne quelque chose. La Côte d'Ivoire, nous sommes peuple de Côte d'Ivoire. Mon grand-père, je prends un exemple, mon grand-père est imam. Je vais à Kani, je lui dis qu'il y a un monsieur qui est venu chercher une maison, il vient avec son partenaire, ils sont des homosexuels, il veut louer sa maison. Il est imam. Il lui dit, tu es marié? Il dit oui. Il dit, je viens en concubinage avec ce monsieur que je ne peux pas marier illégalement parce que la loi de Côte d'Ivoire ne permet pas. Okay. Je ne vous donne pas ma maison parce que moi, c'est contraire à mes valeurs culturelles. Sa liberté. Pour ça, il va en prison. Alors? Qui est en marge de la loi? Ce n'est pas mon grand-père. Okay. C'est ces messieurs qui sont présentés. D'accord. On peut bien, moi j'estime, moi je suis président du réseau des parlementaires pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Mais les droits de l'homme que je protège doivent être en phase avec l'éthique, avec le soubassement de mon État. Okay. Parce que ce soubassement, c'est la Constitution. Ce que je vous ai lu tout à l'heure, quand vous lisez, qu'est-ce qui est conforme
à nos valeurs culturelles, spirituelles et morales, 60 ethnies en Côte d'Ivoire, vous estimez que 60 ethnies en Côte d'Ivoire, donnez-moi un groupe ethnique qui en partage cette orientation sexuelle, autre que ce que nous connaissons. Okay. Il faut avoir la Côte d'Ivoire, vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un État. La Côte d'Ivoire a déclaré qu'elle assumait son indépendance, qu'elle assumait son histoire. Okay. Et je pense qu'il ne faut pas faire du transport. Il ne faut pas parce qu'on se retrouve en France qu'il faut parler, faire plaisir aux Français. Merci. Il faut être un peu original, il faut être un peu authentique. Merci beaucoup, honorable. Je ne vais pas vous donner la parole, Félix et André Sylvain Coudon. Non, merci. Juste une seconde pour saluer pour une fois notre Parlement. D'accord, merci. Je vais saluer notre Parlement. C'est seulement en 2012 qu'il y a eu une discussion intergouvernementale sur ces notions. 30 secondes. Donc, quoi que ce soit. Donc, la seule discussion intergouvernementale sur ces pratiques et sur ces orientations, ça a eu lieu seulement en 2012 sous l'égide des Nations Unies. D'accord. Merci. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire merci. Permettez-moi donc d'avancer dans cette émission. Voilà. Même dans leur divergence, ils ont pu quand même faire corriger sur un sujet aussi important. Il ne faut pas insulter l'intelligence de nos députés, même si on pense que tout est permis. Se sont trompés. On aura les cartons de la semaine. Merci, honorable. Je vous dis ça ici. Je vous dis ça ici. Merci, honorable. On va avancer donc dans cette émission et aborder le troisième thème de cette émission et ce sera juste après cette petite pause. Sur le plateau de NCI 360 pour aborder le troisième et dernier thème de ce soir, Omicron, Covid-19, les nouvelles dispositions à prendre. Et pour en parler, nous recevons des experts en la matière, le professeur Daniel Ekra. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Daniel Ekra. Vous êtes directeur, coordonnateur du programme élargi de vaccination. C'est bien cela? C'est bien. D'accord. Et le professeur Hervé Atto Touré, et vous êtes expert en vaccinologie. Merci d'être avec nous sur le plateau. Rapidement, c'est vrai qu'il ne nous reste plus assez de temps, mais comment se présente la situation en Côte d'Ivoire sur la Covid-19, notamment en termes de vaccins, de doses de vaccins déjà administrées? Bien. Sur le plan national, nous sommes à 4 500 000 doses déjà administrées. Et en termes de couverture vaccinale, c'est-à-dire qu'on calcule, on fait le rapport du nombre de personnes vaccinées sur la population cible à vacciner. Nous sommes aujourd'hui à 20% pour la première dose et seulement à 10% pour la deuxième dose, c'est-à-dire les personnes complètement vaccinées. OK. Et d'ici la fin de l'année 2021, on a combien de personnes à vacciner? Nous attendons vacciner, disons, administrer au moins 7 millions de doses. Donc, nous sommes aujourd'hui à 4 500 000 doses. Il nous reste à peu près 2 500 000 doses. Voilà. Il reste quand même un peu beaucoup. Hein. Un peu beaucoup, mais c'est pour ça que nous allons adopter bientôt des stratégies pour, disons, beaucoup plus larges que celles que nous avons utilisées aujourd'hui. Au départ, vous vous souvenez que sur la ville d'Abidjan, nous n'avions que quelques sites de vaccination. Ensuite, nous avons élargi pour avoir à peu près 180 sites de vaccination sur la ville d'Abidjan et l'intérieur a suivi ensuite. Dans la stratégie que nous avons adoptée à partir du 10 décembre jusqu'au 20 décembre, nous allons vacciner sur l'ensemble du territoire dans tous les centres de santé. Nous aurons à peu près 2500 points de vaccination sur l'ensemble du territoire. Okay. Donc, ça peut permettre à ce que par jour, nous puissions atteindre plus de 200 000 personnes à vacciner et qu'on puisse atteindre donc les 2 millions de personnes à vacciner d'ici la fin du mois de décembre. Je vais tourner vers le professeur Hervé. On est en train de parler de vaccins, de Covid-19. On a entendu tellement de choses sur ce vaccin, notamment sur son efficacité, sur les effets secondaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir? Alors, merci pour cette question. L'efficacité du vaccin, déjà, il faut que j'explique ce que c'est que l'efficacité d'un vaccin. Okay. Lorsque on fait des études, les essais cliniques, les études cliniques, on teste l'efficacité du vaccin et l'innocuité pour être sûr que le vaccin, il est sûr et sans danger. Et l'efficacité, c'est une efficacité sur 3 paramètres, sur l'infection, sur la transmission et sur la gravité. Okay. Je vais m'arrêter sur l'efficacité, sur la gravité, parce que c'est très, très important en santé publique. Nous attendons d'un vaccin qu'il soit très efficace sur la gravité, parce que qui dit moins de formes graves dit moins d'hospitalisation et moins de décès.
Et les vaccins que nous avons, je prends le cas d'AstraZeneca, il a une efficacité de 94% sur les formes graves, Pfizer 85%, et les autres ont également une très bonne efficacité. C'est-à-dire que si vous prenez 100 personnes qui sont vaccinées, ces 100 personnes peuvent faire une infection à Covid-19, les 100. Mais vous en avez 94, si je prends le cas d'AstraZeneca, 94 qui vont faire une infection, mais qui ne feront pas de forme grave, qui ne seront pas hospitalisés et qui ne vont pas en mourir. Vous savez, c'est la base de tout vaccin. Le vaccin contre la tuberculose, par exemple, que l'on fait à la naissance aux enfants, très peu de gens le savent. C'est un vaccin qui n'empêche pas de faire la maladie. Okay. Il n'a jamais empêché de faire la maladie. Par contre, il permet de lutter contre les formes graves de la tuberculose, notamment la miliaire et la méningite tuberculose. Donc, les vaccins que nous avons sont efficaces. Bien entendu, il y a un point qui est nouveau, hein, on va dire, mais qui est de plus en plus récurrent, c'est l'émergence des variants. Et quand il y a des variants, bien entendu, l'efficacité du vaccin diminue. On va revenir justement sur ces variants. Mais qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui vous disent « Moi, je préfère Pfizer à AstraZeneca. » Il y a des préférences dans les vaccins. Non, il ne devrait pas y avoir de préférence entre des médicaments, il ne devrait pas avoir de préférence entre des antibiotiques ou entre des corticoïdes. Ces vaccins-là sont homologués par l'OMS. Ces vaccins-là, ils sont tous efficaces, ils sont sûrs et sans danger. Et je crois que ça, c'est le principal qu'il faille retenir. Il faut pas... Nous, en tant que médecins de santé publique et le ministère de la Santé, on a mis sur le marché des vaccins qui répondent à certains critères. Et ces vaccins-là, les populations doivent pouvoir avoir confiance en ces vaccins. C'est vrai que c'est difficile parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs, il y a eu beaucoup de désinformation. Ça a entraîné une crise de confiance. Mais de plus en plus, je crois qu'on assiste à un engouement des populations, un engouement de plus en plus fort des populations vis-à-vis de la vaccination. André Sylvain-Conon. Oui, vous reconnaissez sans doute cela. Moi, c'est mon carnet de vaccination. J'ai fait mes 2 doses. J'invite d'ailleurs à le faire. Mais j'aimerais poser une question à vous deux, professeurs. Je lis là, vaccin Pfizer. Est-ce qu'il est possible, comme je l'ai lu souvent sur les réseaux sociaux, qu'une personne qui a été vaccinée pour la première dose Pfizer soit vaccinée pour la deuxième dose AstraZeneca ou truc. Vous répondrez. Maintenant, j'aimerais bien savoir, parce que quand j'étais parti pour ma deuxième dose, on m'a dit qu'il y a une décision du gouvernement qui dit maintenant 2 mois. C'est sur la base de quelle étude scientifique? Professeur Ekra? Oui. Et bon, pour la première question, en fait, il y a une directive qui dit que lorsque vous avez fait une première dose de vaccin AstraZeneca, vous pouvez faire la deuxième dose avec du Pfizer. Mais l'inverse n'est pas possible. C'est-à-dire que si vous avez commencé avec le Pfizer comme le vôtre, vous ne pouvez pas avoir AstraZeneca. Mais pourquoi? Mais parce que, en fait, les études ont montré que lorsque vous avez une première dose avec AstraZeneca, que vous faites le Pfizer à deuxième dose, vous avez une très bonne immunité. Voilà. Donc, c'est pour résumer. Et donc, c'est pour cela que cette recommandation a été faite. Mais elle a été faite aussi parce qu'à un moment donné, on n'avait pas suffisamment de vaccins AstraZeneca. Et donc, la question se posait par rapport à ceux qui devraient faire leur deuxième dose. Et donc, puisque les études montraient bien que cette combinaison était possible, la recommandation a été faite. Il y a des personnes donc, en Côte d'Ivoire qui ont pu être vaccinées, première dose AstraZeneca et deuxième dose Pfizer. Mais pas l'inverse, je le précise. La deuxième question. Maintenant, la deuxième question, c'est... le délai pour la deuxième dose. Vous savez, en fait, ça fait à peu près 10 mois que la vaccination a véritablement démarré en Europe. Et puis chez nous, on a commencé depuis le mois de mars. Et cette vaccination est soutenue par des études. Et donc, les stratégies sont adoptées au fur et à mesure qu'on a de nouvelles études qui nous disent, bon, mais qu'il y a la possibilité d'adopter telle ou telle date de vaccination. Professeur, donc, il se trouve, concernant le Pfizer, initialement, la 3e dose se faisait à 3 semaines. C'est lorsque vous avez... La deuxième dose. Oui. Non, mais parce que, puisque les gens parlent de 3e dose, on va y arriver. Tout à l'heure. Oui. Pour la 2e dose se faisait 3 semaines après la première dose. Et donc, les études ont montré que lorsque vous faites de la vaccination un peu plus tard,
l'immunité encore meilleure. Des études ivoiriennes, parce que j'ai fouillé depuis, je ne trouve pas. Ce n'est pas des études ivoiriennes forcément, mais ce sont des études scientifiques qui sont publiées. Professeur, quelles sont ces études? Mais ce sont, ce sont des études qui sont menées par des scientifiques à travers le monde. Il n'y a pas que des études forcément ivoiriennes qui doivent nous permettre de prendre une décision par rapport à notre vaccination. Mais toutes les études qui sont homologuées et qui sont donc au plan international. Contradictoires aussi. André Sylvain Conor, merci. On ne va pas faire le débat des études. Moi, je vais vous permettre de répondre à la question d'André, mais en même temps, je vais poser la question sur des rumeurs de la 3e dose. Est-ce qu'on aura une 3e dose? Donc, je vais essayer de répondre à la question. Pour savoir, déjà, dans la vaccination, il y a, comme on dit toujours, il y a un intervalle minimal qu'il faille respecter, mais il n'y a pas d'intervalle maximal. Quelqu'un qui a reçu 2 doses de vaccin contre l'hépatite B, il doit recevoir à intervalle de 4 semaines, la 3e dose 4 semaines plus tard. S'il n'a pas pu faire sa dose, même s'il a fait 1 an, 2 ans après, la vaccination reste efficace. Donc c'est exactement la même chose dans la Covid-19. C'est pareil. Mais ce qu'on a constaté, c'est qu'en augmentant l'intervalle, la vaccination devenait plus efficace. C'est valable pour d'autres vaccins comme l'hépatite B. Vous savez, l'hépatite B, on fait 3 doses espacées de 4 semaines. Ça ne suffit pas à bien augmenter le taux d'anticorps. On est obligé, parce que les doses sont trop rapprochées, on est obligé de faire un rappel 1 an après pour avoir une immunité maximale. Avec la Covid, on s'est rendu compte qu'en espaçant les doses, effectivement, tout comme les autres vaccins, on augmentait l'efficacité vaccinale. Et les études, il y en a partout sur Internet. Je vous donne les sites de la Public Health England, et les sites du CDC, que ce soit l'OMS, CDC Afrique, Europe. Vous pouvez aller sur les sites du gouvernement, du ministère français, etc. Est-ce qu'on aura une 3e dose? Est-ce que le vaccin, par exemple... Oui, vous allez parler. Est-ce que le vaccin, par exemple, est efficace contre les variants? Le cas qui a été découvert au Sénégal, on nous dit que ce cas-là a été vacciné. Il y a eu ces différentes doses, Pfizer et AstraZeneca. Alors, pour la 3e dose, je vais laisser mon maître, le professeur Ekra, répondre. Je vais répondre juste à l'efficacité des vaccins sur les variants. Vous savez, le vaccin, c'est la protéine S qui permet au coronavirus de pénétrer dans nos cellules. Voilà cette protéine S. Cette protéine S, c'est cette protéine S qui est présente dans les vaccins, la souche initiale de Wuhan, que notre organisme identifie, garde en mémoire. Et quand nous sommes en contact avec le coronavirus, notre organisme produit des cellules de défense. Mais quand le virus circule beaucoup, il subit des mutations qui nous donnent ces variants-là. Donc ça, c'est la protéine S qui permet au coronavirus de pénétrer dans notre cellule, qui va subir une mutation et devenir comme ça. Quand la protéine S devient comme ça, notre organisme ne peut pas l'identifier comme elle était au départ, puisque la protéine S est devenue comme ça. C'est bien que l'efficacité vaccinale diminue avec les variants. Vous prenez les vaccins qu'on a sur le marché, on est passé de protection d'efficacité de 85 à 90% à des efficacités qui sont tombées à 80 voire 70%. Donc effectivement, l'efficacité diminue avec les variants, mais ce qu'on a constaté dans la plupart des études, c'est que cette immunité diminue avec les formes symptomatiques contre l'infection, mais cette immunité reste toujours très élevée sur les formes graves de la maladie. OK. Professeur Ekra. Oui, bon, c'est ce qu'il vient d'expliquer, c'est que l'immunité reste bonne et les formes... Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque la maladie n'est pas mortelle, en fait, elle devient plus ou moins banale. Donc, c'est la gravité, c'est le fait que les gens décèdent de la maladie qui pose le problème. Et donc, quand vous avez des vaccins qui peuvent faire en sorte qu'on a des formes graves, c'est déjà un acquis en matière qu'on appelle d'efficacité du vaccin. Maintenant, pour la 3e dose, d'abord, il faut que nous puissions atteindre un niveau de protection, disons, de couverture vaccinale assez importante. Je l'ai dit tantôt que nous ne sommes qu'au niveau national, pour la cible d'à peu près 14 millions de personnes que nous devons vacciner, nous ne sommes qu'à 22% pour l'ensemble, pour la première dose et à 10% seulement pour la 2e dose. C'est-à-dire les personnes complètement vaccinés, il n'y ne représente que 10%. Donc notre préoccupation aujourd'hui, c'est de protéger le plus grand nombre contre les formes graves de la maladie et donc faire en sorte qu'on atteigne peut-être 60-70% de couverture vaccinale. Mais pour des cas particuliers, puisqu'il y a des dispositions qui sont prises à travers le monde, pour des cas particuliers, des gens qui doivent voyager et autres, cela peut s'examiner et faire en sorte que les gens puissent avoir une 3e dose. Oui, je remercie nos éminents professeurs pour ce qu'ils ont dit concernant la vaccination. Je constate que le professeur Ekra
directeur de la stratégie de vaccination élargie, mais on se rend bien compte que la vaccination n'est pas aussi élargie que ça, professeur. Parce que après 10 mois, vous en êtes seulement qu'à 10% de la population cible, avec les variants qui se développent tous les jours. Evelyne vous demandait, est-ce qu'on va avoir la 3e dose? Mais la première même est difficile à avoir. Moi, je vous demande concrètement, comment vous allez faire? Parce que vous avez annoncé une nouvelle stratégie. Je suis curieux de la connaître parce que, visiblement, votre stratégie n'est pas aussi large et on ne sent pas une mobilisation vraiment nationale. Quelle est votre stratégie? Au début, on a vu vraiment une vraie mobilisation de tous les acteurs sociaux sur la question des mesures barrières, etc. Mais on voit un vrai relâchement. Et puis, bon, moi, je suis heureux de vous voir sur ce plateau, mais merci, on ne voit pas beaucoup en ville. Répondez à la question sur la stratégie. Malheureusement, je ne peux pas être partout. Non, mais il y a quand même la communication de masse. C'est ce que nous faisons et nous vous remercions de nous permettre de parler de cette vaccination aujourd'hui. Mais aussi, il y a la communication de proximité. Lorsque nous organisons ces campagnes de vaccination, nous avons ce que nous appelons les mobilisateurs. Donc, ils vont dans les communautés. On a travaillé aujourd'hui, qu'on appelle depuis le début, nous avons travaillé par exemple avec les entreprises, on a la vaccination d'entreprise. Nous travaillons avec même les syndics dans certains quartiers où on a vacciné. Dans le milieu rural, nous travaillons aussi avec les chefs de communauté, avec les préfets qui ont été rencontrés par le ministre de la Santé et ses collaborateurs pour permettre à ce que tout le monde puisse s'engager dans cette communication et cette mobilisation pour la vaccination. Et c'est ce que nous allons faire. À partir du 10 décembre, la vaccination elle continue tous les jours, mais à partir du 10 décembre, nous allons véritablement intensifier. Et ça va être des actions vraiment de proximité. OK. Merci. Félix Boni. En fait, c'est sur la même préoccupation. Est-ce que si la stratégie ne marche pas, puisque vous voulez atteindre 7 millions, nous ne sommes qu'à 4 millions, 2 millions 5 en 3 semaines, nous sommes à 3 semaines de la fin de l'année, il est clair que vous n'atteindrez pas cet objectif. Est-ce que cela ne veut pas dire que la stratégie ne marche pas, qu'il faut changer de stratégie? Si vous attendez une stratégie où les gens doivent venir vers vous, que ça ne marche pas, il faut aller à la stratégie contraire, qui est d'aller vers les populations. C'est ce que nous faisons. Vous parliez tantôt de communication, mais je ne sais pas quels sont vos rapports avec les médias, mais la communication de masse elle-même est limitée. En suivant la télévision nationale, on voit que chaque jour, on nous balancera, oui, aujourd'hui, on a eu tant, et puis c'est fini. Il n'y a pas de véritable insistance sur la question de la vaccination pour éviter les panneaux publicitaires. On ne voit, vous vous promenez dans la ville d'Abidjan, rarement vous verrez des panneaux publicitaires où on parle de vaccination. Il y en a quand même sur les autobus, nous avons des panneaux publicitaires. On va noter ça comme des suggestions. Ce sont des suggestions que je fais, des critiques suggestions que je fais pour que vous puissiez renforcer votre stratégie. Au regard du temps, moi je vais poser la dernière question. C'est on a Omicron, on a Covid-19, on a les fêtes qui approchent. Quelles sont donc vos recommandations aux populations? Quelles sont les mesures justement à prendre? Professeur Harvey et ensuite au professeur Ekra. Merci, madame. Je crois que vraiment, si je dois m'adresser aux populations, il y a une 4e vague qui se profile. Comme on en a eu cette année en janvier, février, mars. Eh bien, pour qu'il y ait moins de décès, pour qu'il y ait moins de cas, il faut qu'on puisse augmenter les couvertures vaccinales. Il faut que les populations puissent se faire vacciner. Comme moi. Est-ce qu'on a assez de doses? On a suffisamment de doses pour que les populations puissent se faire vacciner. Donc c'est véritablement important. Vous avez vu que lors de cette 3e vague, on a eu plus de décès que lors des autres vagues. Et donc pour réduire le nombre de décès, il faut qu'on ait plus de personnes vaccinées et il faut qu'on puisse respecter les mesures barrières. N'oublions pas les mesures barrières. Et ces mesures barrières-là doivent être respectées en plus de la vaccination. OK. Professeur Ekra. Oui. Bon, ça a été dit, c'est d'abord la vaccination. Vous parlez de nombre de doses. Aujourd'hui, nous disposons de plus de 5 millions de doses sur l'ensemble du territoire. Nous avons prédisposé ces vaccins. Pour les premières, les deux doses? Oui, pour toutes les doses, pour les premières et deuxièmes doses. Nous avons donc plus de 5 millions de doses. On les a sur le terrain. Et donc, la vaccination continue. Je voudrais rebondir sur la question de qu'on appelle de la communication. Non, en fait, je voudrais vous inviter, les journalistes aussi, à véritablement s'intéresser à la vaccination. Vous savez qu'aujourd'hui, même pour avoir accès à un média, pour donc pouvoir passer le message, ce n'est pas tout facile.
Moi, par exemple, dans le cadre je vous dis, je vous dis quelque chose. Dans le cadre du programme élargi de vaccination, il y a un décret qui avait été pris et qui rend la vaccination obligatoire et qui demande à ce que tous les, disons, dans les médias publics, on puisse passer des informations de façon gratuite. Mais aujourd'hui, je vous dis qu'on n'a jamais pu obtenir... On vous a invité si vous n'avez rien payé, professeur. Oui, mais j'aimerais qu'on nous invite plus souvent. On a débordé. On a débordé. Merci beaucoup, professeur. Je vais vous permettre juste de donner un seul carton, voilà, parce qu'on a vraiment débordé dans cette émission. Alors, je vais permettre à mes invités un seul carton. On va juste après le jingle. Un seul carton. Voilà, les cartons de la semaine. André, Sylvain Kono, je vous donne la possibilité de choisir à qui vous donnez un carton ce soir. J'aurais choisi le carton rouge pour les élèves qui comptent aller en congé anticipé. Je pense que le gouvernement doit se donner les moyens d'être très ferme sur cela. Mais mon carton jaune vient... Non, un seul carton. Oui, mais il faut que je le dise rapidement. Le carton jaune vient pour le ministère de l'Éducation nationale. Vous voyez, on avait annoncé des compositions nationales qui n'ont pas eu lieu, justement, faute de moyens pour les COJES. Merci André. Félix Boni, un seul carton, s'il vous plaît. Un seul carton. Je décerne mon carton vert à la représentation nationale, à nos députés, qui, au-delà de leur divergence, nous ont évité une situation, vraiment un gros scandale. Et si j'avais la possibilité de donner un carton, c'était un rouge à mon ami Arthur Banga, parce qu'il ne faudrait pas nous entraîner dans des situations qui prennent le contre-pied de nos normes ici en Afrique. Je suis ivoirien, je suis africain. Je n'ai pas envie d'entendre, on nous a assez exploité pour qu'on vienne nous envoyer encore certains mots sur nos plateaux. Professeur Harvey, est-ce que vous avez un carton à donner? C'est vrai que c'est la première fois que vous êtes sur notre plateau. Est-ce que vous avez un carton à donner? Le carton vert, ça signifie qu'on est favorable. Oui, qu'on est favorable, qu'on est d'accord. Un carton vert pour tous ceux qui sont engagés dans la lutte contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire et pour toutes les populations qui se sont faites vacciner et qui viendront, je pense, se faire vacciner massivement. Je suis vacciné. OK, merci. Guillaume Bateau. Carton rouge à l'Assemblée nationale qui ignore les droits d'une bonne partie de la population. C'est vrai, c'est un débat sociétal qu'il faut mener, mais je trouve que notre Assemblée, elle est trop vite en besoin sur la base d'intoxication de certains de ses membres et c'est regrettable. Professeur Ekra. Moi, je vais donner un carton rouge au football. Okay. Je pense qu'il faut en finir avec les débats. Voilà, je ne suis pas un féru de football, mais bon, je vois que le débat s'éternise. Et donc, un carton rouge qu'on leur demande de faire vite pour qu'on ait un président de la FIFA. Arthur Banga. Déjà, je suis très frustré de la fin de l'émission. Très, très frustré parce que je n'ai pas eu droit à la parole. J'ai eu droit à des insultes. Les deux députés m'ont traité de marionnette à la limite. Je devais répondre, mais pas donner la parole. Je suis très, très frustré. D'accord, on a cette frustration et on s'excuse. Mon carton vert à la SEC d'Abidjan. La SEC d'Abidjan qui s'est qualifiée pour la Coupe de la CAF. Donc, bravo les Mimos. Et puis, prochainement, essayons d'équilibrer parce que des gens ne peuvent pas apostropher sur un plateau et l'autre ne répond pas. C'est frustrant. Merci Arthur Banga. On note bien votre carton et on note également votre frustration sans répondre forcément à ce que vous venez de dire. C'est la fin donc de cette émission. Merci d'avoir suivi ce numéro de NCI 360. Le dimanche prochain, vous serez avec Ali Diarasouba. Merci et bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci. Merci.